Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence intitulée du Big Data et l'IA, pourquoi et comment partager les données. Donc, comme vous le savez, CPE Lyon et Soprasteria ont un partenariat qui est porté notamment par une chaire, et cette chaire se concrétise au travers d'un certain nombre de modules d'enseignement qui sont dispensés conjointement à la fois par des professionnels de chez Soprasteria, des enseignants-chercheurs de CPE Lyon. Donc, traditionnellement, on a une conférence d'ouverture qui vient conclure ce parcours pédagogique et également qui va amener un certain nombre de questions, de réflexions autour de cette thématique qui est vaste et qui soulève beaucoup de questions et beaucoup d'éléments. Pour ce qui est de la suite, donc vous le savez que cette conférence va être en deux parties. On va avoir une partie avec une conférence à proprement parler sur le thème évoqué, qui va être suivie par une table ronde sur laquelle on aura l'occasion d'échanger et de répondre aux questions que vous allez pouvoir nous poser au travers du chat qui est prévu à cet effet. Donc pour cette conférence, j'ai un grand plaisir à accueillir François-Marie Le Saffre. Donc François-Marie qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre pour cette conférence. Donc je vais dire quelques mots avant de te laisser la parole, François-Marie, si tu me le permets. Donc il faut savoir que tu as débuté ta carrière dans une des premières sociétés d'IA en France dans les années 80. Tu as par la suite rejoint ArcelorMittal afin de développer des systèmes d'IA spécifiquement pour les processus industriels. Et ensuite, derrière, tu as pu aussi diriger les travaux d'IA du projet SAGEM, qui a une vocation d'avoir de l'aide à la décision, de l'aide à la conduite de procédés. L'un des plus gros projets d'IA civil des années 2000, c'est également à peu près dans cette période où tu as eu l'occasion de fonder, de manager ce centre dédié, opérationnel R&D, dédié aux technologies de la connaissance. Donc actuellement, François-Marie, tu es technologie champion IA chez Soprasteria et chargé également de la mission Data IA au pôle Aerospace Valley. Tu animes également le volet développement économique du 3IA ANITI. Donc bien occupé, mais tu nous fais le plaisir d'être là. Aussi, je te laisse la parole pour pouvoir développer, nous éclairer un petit peu sur ce thème de conférence. Donc, merci Jacques de cette introduction. Effectivement, le thème qu'on aborde, il est en plein dans le fil de la chaire du CPE sur le Big Data. Donc, on va passer un moment ensemble pour regarder comment partager, le sujet du partage des données. Pourquoi, comment on essaiera de le voir d'ailleurs, pas tant d'un point de vue technique, que vous avez déjà, je pense, fortement abordé dans vos parcours, soit professionnels, soit d'études. On essaiera plutôt de regarder les sujets qui sont extra-techniques et liés à l'usage, en fait, et à la mise en œuvre. On constatera d'abord que ce sujet est un sujet véritablement actuel, en fait, et fortement actuel, que les États, l'Europe se mobilisent, que nos gouvernements en fait se mobilisent sur le sujet, et on examinera quelques-uns des ingrédients. Je prétends pas du tout être exhaustif là-dessus, mais quelques ingrédients qui font que les systèmes en fait à base de données partagées sont utilisés. On parlera d'intelligence artificielle, forcément ça vous étonnera pas, parce que avant de passer en revue ces ingrédients-là, on fera un petit détour pour bien regarder à quoi sert le Big Data, et évidemment, il y a un lien très fort avec je m'appuierai d'ailleurs beaucoup sur des citations et des extraits qui sont disponibles sur Internet. Vous pourrez d'ailleurs ainsi vous-même, disons, explorer et puis voilà, faire votre propre opinion. Ça permet aussi, en fait, tout simplement d'éviter les questions potentielles de confidentialité. Une des premières règles du partage des données, mais vous le savez, c'est d'assurer aussi la confidentialité et la transparence. Alors, les États, oui, et l'Europe se mobilisent pour les espaces des données. Très récemment, là, si on regarde en France, pas d'innovation sans open data, avertit un rapport parlementaire là sur les politiques de données publiques. Qui a écrit ce rapport, en fait?
il y a un politique, le député Botorel, et puis 2 acteurs, Renaud Vedel, qui est le coordinateur de la stratégie nationale en IA en France, et Madame Stéphanie, je pense, Combe, qui est la directrice du Health Data Hub. Le Health Data Hub, c'est le lac de données pour la santé. Si ces 2 acteurs du domaine scientifique et du domaine, disons, opérationnel en termes de partage sur les données s'associent aux députés pour montrer quoi? Pour montrer que bien que la loi, en fait, bien que la réglementation nous pousse à l'ouverture sur les données, eh bien, aujourd'hui, ils constatent un certain nombre d'insuffisances. Donc, s'ils se sont associés, chacun dans leur rôle, c'est évidemment par hasard. Il y a des insuffisances, or, il y a les enjeux qui sont importants sur ce partage de données, qui rappellent dans leur rapport, d'ailleurs, 28 milliards d'euros en 2019 comme cible, et à côté des enjeux économiques et les enjeux aussi de souveraineté. Ils annoncent d'ailleurs que le Premier ministre devrait présenter en début d'année la doctrine de l'État en la matière. Côté Europe, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai picoré quelques éléments, mais vous pourrez regarder parce qu'il y a beaucoup de choses en Europe. On peut remarquer que dans le domaine industriel, il y a donc un programme qui est orienté vers le smart manufacturing et qui indique que Big Data, apprentissage automatique et haute technologie offrent des opportunités à l'ensemble de l'économie. La collecte des données fait maintenant partie des processus opérationnels dans toutes les industries. Néanmoins, l'utilisation des données reste encore limitée dans de nombreuses organisations, ce qui a évidemment un effet, disons, néfaste quelque part sur l'innovation et en particulier. On voit là les liens forts que j'aurai l'occasion, si vous voulez, de développer dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, depuis le Big Data jusqu'en fait la valeur. Et l'Europe ne se concentre pas simplement sur l'industrie, mais comme on peut le voir, met un effort notable sur les sujets de R&D. Comment lire le graphique ici? Le premier point, c'est que Horizon Europe, qui fait la suite de Horizon 2020, et qui est le programme de recherche européen, est aujourd'hui considéré comme étant le plus gros programme de recherche dans le monde. Oui, c'est l'Europe qui a aujourd'hui le plus gros programme de recherche. Et quand on regarde le contenu de ce programme, et en particulier sur les thèmes qui sont embarqués dans ce programme, on constate, et je pense que ça ne vous étonnera pas, qu'environ la moitié embarque de près ou de loin des thèmes qui ont trait aux données, à l'IA et autres. Ce n'est pas étonnant, tous les programmes de recherche doivent utiliser les données, et si on veut utiliser les données, ben évidemment, il faut disposer des techniques correspondantes. Ça veut dire qu'il y a un effort absolument gigantesque de l'Europe, évidemment pour rester en pointe, plus exactement pour ne pas prendre trop de retard vis-à-vis des États-Unis, par exemple, ou de la Chine. Et cet effort concerne à peu près tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine aéronautique, on parlera pas mal d'aéronautique, d'assurance, de santé, d'énergie, de transport, défense et sécurité également, sans oublier le nerf de la guerre que constituent les services financiers. Alors, que font les entreprises? Est-ce qu'elles attendent toutes de la France et de l'Europe? Bon, les entreprises, évidemment, se mobilisent. Je prends un exemple parmi d'autres, Big Data et l'aéronautique. Ces techniques-là révolutionnent d'une certaine façon les services aéronautiques, et en particulier, si on parle d'Airbus, voilà, j'en profite d'ailleurs pour vous communiquer que nous organisons là au pôle un webinaire sur ce sujet-là, aéronautique, spatiale et intelligence, chez Airbus, donc avec Romaric Redon qui est le responsable en fait du programme IA d'Airbus.
et qui parlera de plateformes digitales qui s'appuient sur les technologies Big Data, Cloud et IA que sont Skywise et pour les avions commerciaux et OneAtlas pour les images satellites. Donc voilà, vous êtes cordialement invités, c'est la semaine prochaine. Peut-être certains d'entre vous ne pourront pas venir, ce que je comprends. Donc on va quand même regarder un petit peu ce que c'est que Skywise. In today's world of aerospace, every product consists of thousands of parts provided by hundreds of suppliers. Maintenance services monitor the health of every aerospace product via thousands of onboard sensors. When a sensor signals dysfunction, an operator is alerted. Most of the time, the issue is quickly fixed with the original equipment manufacturer's help. But when the problem affects several systems, it's nearly impossible to quickly find and fix the root cause. Data exists at every stage of a product's life cycle, from any supplier's information to the latest test, back to the design office or the assembly line. Airbus linked up with the global big data specialist Palantir, beginning in its own factories. Together they created Skywise, a highly effective management platform which offers a single access point to share information, conduct data analysis and enable informed decision-making and collaboration throughout the whole chain. Imagine what's possible for suppliers with wider access to Airbus data, powerful analytics for informed decision-making. For airlines, solving complex problems no longer means endless exchanges that take months or even years. For operators and suppliers, connecting operations data to a dedicated and secured platform means seamless access to data, expertise and analytics insight. Inquiries are shortened from years to weeks, from months to days or even hours, with dramatic cost savings. Failures are anticipated before they actually occur. The smooth operational flow generates huge savings and happy customers. With Skywise, the operator's exact needs are finally at the heart of the design for future products and service solutions. Skywise, qu'est-ce qu'on a vu en fait? Si on résume un peu la présentation, de quoi parle-t-on? On parle de quantité de capteurs. On est passé dans les anciens avions au nouveau de 600 à 24 000 points d'instrumentation. Évidemment, c'est des données temporelles. Ces données, elles sont aussi capturées à chacune des étapes du cycle de vie de l'avion, depuis la conception jusqu'à la maintenance, from cradle to the grave, comme ils disent les Anglais. Pour ce faire, une nécessité, forcément, c'est de disposer d'une plateforme de données avec une fonderie associée qui permet de pouvoir traiter les données et les exploiter. Et pour qui, en fait, les exploiter pour qui? D'abord, pour Airbus, pour l'OM, déjà, ses propres besoins. La mise en place de toutes ces données ensemble n'avait jamais été faite préalablement, mais aussi pour les fournisseurs qui participent de la construction de l'avion, et les clients, j'ai même envie de dire, c'est eux les premiers destinataires en fait de la plateforme. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a à peu près plus de 100 clients. Remarquons d'ailleurs que les données clients sont aussi dans la plateforme. Il n'y a pas simplement les données du constructeur, mais aussi celles des opérations. Il y a la construction et les opérations. Donc, c'est aujourd'hui une plateforme qui est un peu unique au monde, en tout cas dans le domaine aéronautique, qui partage des données qui proviennent de plusieurs sources, y compris des fournisseurs, et qui a la particularité, c'est qu'elle est opérée par le constructeur. C'est-à-dire que là, en termes de partage, il n'y a qu'un seul patron, on va dire, ce qui, d'une certaine façon, facilite bien évidemment le partage. Autre exemple d'entreprise sur lesquelles il y a moins cette dimension-là d'un patron unique, on va dire. J'ai pris un exemple de Smart City
à Toulouse. Oui, là, je suis localisé à Toulouse, donc bon, pour moi, c'est un peu plus facile, mais je pense que vous avez à Lyon, je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui participent aujourd'hui. Très probablement les mêmes efforts avec Lyon Smart City. Mais ce projet vise à rassembler un certain nombre de... en fait, il vise à optimiser, disons, toute la circulation autour de la ville de Toulouse, et en particulier la circulation liée au pôle d'activité. Le pôle d'activité aéronautique, il y en a un, disons, à l'est et à l'ouest, et puis l'aéroport, même si, bon, actuellement, on va dire l'aéroport n'est pas trop surchargé, mais enfin, au moment où le projet était construit, c'était pas le cas. Et donc, l'idée, c'est, en récupérant ces données qui, là encore, voyez-vous, sont des données de différentes natures. C'est des données qui viennent des systèmes de transport, qui viennent des entreprises, qui viennent de la météo aussi. Et donc, elles sont collectées. Et à partir de ces données-là, on vise à avoir des services qui permettent de pouvoir en fait optimiser l'utilisation des infrastructures en déplacement multimodal, par exemple, en télétravail ou d'autres dispositifs. Là encore, partage de données. Alors, il n'y a pas qu'un seul patron, ce qui fait que ça engendre une nécessité, d'une certaine façon, d'avoir un tiers de confiance pour que tous les acteurs qui vont partager les données soient assurés que leurs données seront utilisées correctement aux fins dédiées pour, et que la ségrégation, on va dire, soit respectée. Excusez-moi. On pourrait avoir d'autres exemples. Je sais que CPE, par exemple, pourrait mentionner des projets de partage dans le monde académique sur lesquels d'autres modalités fonctionnent. Peut-être d'ailleurs qu'elles seront évoquées lors de la table ronde de tout à l'heure. Donc oui, les entreprises ne restent pas, évidemment, les deux pieds dans le même sabot. Et quel est en fait l'enjeu sous-jacent? C'est bien évidemment le bataille de la donnée, et on va dire de la donnée industrielle. Comme le disait Thierry Breton, on a perdu la bataille de la donnée personnelle. Peut-être que l'Union européenne peut gagner en fait la bataille des données industrielles. Relativement bien, disons, armée pour ça. En tout cas, pour l'instant, la bataille n'est pas perdue, donc peut-être qu'on a une chance de la gagner. Au travers de ces espaces européens de données, des cadres juridiques, des espaces de confiance, tiers de confiance, intermédiaires, etc. On va regarder de tous ces points. Commençons d'abord par un petit peu sur les usages. Et en particulier des usages du data. Stocker la donnée, c'est bien, mais on n'a pas juste, comment dirais-je, mais c'est bien parce que ça sert à quelque chose. Alors, je mentionnais qu'on avait perdu la bataille de la donnée personnelle. C'est vrai que si on jette un coup d'œil là-dessus, la donnée personnelle, c'est celle qui a fait la valeur, en fait, des GAFA, d'une certaine façon. Quand on regarde Facebook, Google ou bien même Apple. Et on voit, en fait, quelque part, l'invention du big data, elle vient grosso modo des GAFA, de Google notamment. Et est-ce que effectivement ça valait le coup? En fait, oui. Quand on regarde ce graphique, la capitalisation des GAFAM est supérieure à celle du Japon. Et pourtant, ils sont quand même beaucoup moins nombreux que les Japonais. Apple ou Microsoft, en fait, ils ont la même capitalisation que l'Espagne. Donc oui, incontestablement, l'utilisation du big data pour exploiter les données, et là, en l'occurrence, les données personnelles, c'est utile puisque ça rapporte. Est-ce que c'est utile aussi chez les industriels? Alors, un autre exemple qui vient d'Airbus, mettons-nous en 2013. En 2013, nous sommes ici et on prévoit donc dans l'équipe des essais en vol, on regarde ce qui va arriver avec
les différents programmes avions. Hein. Vous avez l'A350 qui est en phase pour les tests vont arriver, il y a toujours la 400M, la 380, et puis les programmes des A320 et autres. Avec la multiplication des capteurs, il y a évidemment la multiplication des données. Donc quand on regarde quelle est la quantité de données qu'il va falloir gérer, ben, en fait on arrive à une explosion des données dans 2 ans. Et donc là, en fait, il y a un risque industriel. C'est-à-dire que les capacités à l'époque ne permettent pas de traiter toutes ces quantités de données. Si on ne sait pas les traiter, ça veut dire qu'on ne sait pas faire les tests, et si on ne sait pas faire les tests, on ne sait pas certifier l'avion, et donc ça veut dire qu'il ne peut pas voler, et donc il ne peut pas être vendu. Nécessité donc se fait jour à ce moment-là de la mise en place de capability, comme on dit en anglais là, sur le Big Data, ce qui n'est pas forcément très simple, parce que le Big Data à l'époque, il a été construit plutôt pour aller attaquer des sites web en parallèle, alors que là, il faut traiter de la donnée numérique, temporelle, des time series en continu, enfin, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, on arrive à le faire, et je pense que ça a été d'ailleurs un des éléments qui a permis aussi d'imaginer par derrière Skywise qu'on vient de voir, et qui est une généralisation sur l'ensemble du cycle de vie avion. Donc oui, l'utilité du Big Data est claire, mais comme on le sait, ça ne sert pas simplement à stocker, parce que si on a ça, c'est qu'on peut exploiter les données. Donc il y a tout l'analytics qui vient, et naturellement, il y a l'arrivée, on va dire, ou le 3e été de l'intelligence artificielle qui arrive à ce moment-là, qui est poussé, vous le savez, par justement le volume des données dont on dispose, hein, qui est énorme. Il se trouve qu'en même temps, les capacités de traitement en termes de processeurs sont arrivées aussi sur le marché, ou en tout cas on s'est rendu compte qu'on pouvait l'utiliser en lien avec de nouveaux algorithmes ou des algorithmes révisités, notamment tout ce qui est l'apprentissage profond, qui allait très très bien avec ces types et qui allait très très bien avec ces données. Avec tout ça, boum, les techniques d'apprentissage viennent, et on peut faire des choses quand même extrêmement intéressantes, c'est qu'on veut apprendre, on peut extraire de l'information de ces données. Alors extraire l'information, d'accord, mais en fait, pourquoi faire? En fait, si on y réfléchit, alors oui, au passage, c'est une petite parenthèse qu'on décrit un petit peu plus tout à l'heure, c'est que le Big Data a permis l'émergence effectivement du 3e été de l'IA, et les travaux actuels en intelligence artificielle permettront probablement aussi de traiter ce qu'on peut appeler le small data, et qui, si on le compare au big data, ben c'est quand on n'a pas beaucoup de données, quoi. Comme on est content d'apprendre avec beaucoup de données, on s'est rendu compte que l'être humain savait apprendre, lui, avec peu de données, et donc on regarde comment est-ce qu'on peut le faire, parce que ça c'est très utile aussi pour les industriels. Donc c'est très utile, pourquoi? J'en étais là. Un mot aussi sur l'IA, bon, qui est, voilà, on en parle beaucoup, c'est quoi exactement? Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais disons, personnellement, j'aime assez bien cette définition. On cherche à représenter ou à simuler ce qu'on comprend des capacités humaines, hein, d'interaction, de raisonnement, de perception, d'apprentissage, et c'est fortement utilisé pour l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire des processus de l'entreprise, des processus récurrents sur lesquels on a beaucoup de données, qu'on doit faire tous les jours, sur lesquels quelque part on cherche à optimiser et à aider l'être humain dans l'exécution de ces processus. Comment ça se modélise? Ça se modélise un petit peu comme, on va dire, un médecin, quoi. C'est un peu pareil, parce que quand on y réfléchit bien, on a beaucoup de résolution de problèmes à faire dans notre vie quotidienne. Donc, pour résoudre nos problèmes, on va regarder les données, on va regarder comment est-ce qu'elles évoluent. S'il y en a qui nous semblent un peu bizarres, bon, on sera alerté. Hein, donc, c'est un symptôme, hein, comme si vous aviez une coupure ou une tache rouge sur votre peau. Et ensuite, ce qu'on cherche à faire en général, c'est de caractériser ce symptôme, soit en termes de cause, soit en termes de conséquences, de telle sorte, au final, à savoir ce qu'il faut faire. Comment est-ce que je vais faire en sorte que mon process il va revenir dans les clous.
Voilà en quelques mots un système d'IA, quelque part, comment est-ce que c'est modélisé, comment c'est construit. Et on voit que pour ça, ben, on a besoin d'avoir des données, on a besoin d'avoir des connaissances. Donc, d'une certaine façon, ces systèmes d'IA, ils permettent quelque part de modéliser ce raisonnement à partir des données, sachant que dans les entreprises, dans les process, qu'on cherche, c'est effectivement à tirer de la valeur de ces données dans les actions qu'on peut mener. Donc les données, ben, il faut les collecter, les stocker, comme on l'a vu. Il faut extraire l'information de ces données en les analysant, les extrayant, classifiant, prédicant. Là, on voit tout l'intérêt d'avoir des outils de type machine learning, deep learning et autres pour ces opérations. Alors, on puisse à partir de ça raisonner, inférer, interagir aussi entre l'homme et la machine pour prendre les bonnes décisions. Ce qu'on est en train de dire, c'est que il y a, et ça on l'avait vu un peu dès le début aussi, il y a un lien direct depuis les données, le stockage des données qu'on cherche à faire, et donc le partage, on revient bien à notre sujet, par rapport à la valeur que ça peut engendrer. Et pour tirer la valeur de ça, on va construire des systèmes qui, d'une certaine façon, donc avec des techniques d'intelligence artificielle, et ces systèmes sont un peu comme tout système d'information, si on y réfléchit bien, des systèmes qui permettent de prendre des décisions, ou d'aider l'être humain à prendre des décisions. Donc, voilà un peu le big data, au final, à quoi ça sert. Ça sert à aider à construire des systèmes qui vont apporter de la valeur dans les entreprises ou dans les organisations, les collectivités, quels que soient les usages, et en fait en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Donc, si on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on va parler de système d'aide à la décision à partir des données. Comment faire en sorte que ces systèmes soient utiles, en fait? On a parlé de valeur tout à l'heure. Et donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est que, au-delà de la technique, quels sont les ingrédients qui nous semblent importants à prendre en compte dans cette perspective de construire des systèmes d'aide à la décision à partir des données, et de telle sorte à ce qu'ils soient effectivement utiles. Alors, pourquoi je pose cette question-là, en fait? C'est que si on fait des systèmes, c'est qu'ils doivent apporter de la valeur. Donc, leur utilité, c'est d'apporter de la valeur. On l'a vu sur les GAFAM, l'utilité, quelque part, de tout ce qu'ils ont fait, c'est aussi qu'ils gagnent de l'argent avec. J'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué que ça d'une certaine façon. Néanmoins, pour qu'un système soit utile, il faut qu'on ait bien décrit quel était son usage par rapport à la valeur souhaitée. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais j'en reparlerai dans quelques instants. Évidemment, pour qu'il soit utile, il faut qu'il soit utilisé. Je m'explique. Un système qui est utile sans qu'il soit utilisé, peut-être qu'on peut se passer de sa réalisation, on économisera de l'argent. Donc effectivement, on compte qu'il soit utilisé. Pour qu'il soit utilisé, il faut que ce soit un bon produit. Et d'une certaine façon, l'un des facteurs clés sur lequel je m'appuierai dans quelques instants, c'est que les utilisateurs en fait, du système, ils aient confiance dans le système. Bon, pour qu'il soit utilisé, il faut aussi qu'il soit utilisable, c'est-à-dire que le produit soit bien fait. Ça paraît logique, je ne m'étendrai pas là-dessus, je focaliserai plutôt mon propos sur l'utilisation. Quelques exemples par rapport à ça. J'ai eu l'occasion d'interagir avec des personnes qui avaient réalisé dans des entreprises industrielles des systèmes à base d'apprentissage qui permettaient de reconnaître des défauts. Et la performance de ces systèmes était excellente. Néanmoins, il y avait quand même, alors que la détection de défauts était du niveau de la performance de l'être humain, il y avait quand même derrière un contrôle fait par l'humain. C'est que le système était bon, enfin il fonctionnait bien, mais en fait il n'était pas véritablement utilisé, et en tout cas il n'était pas utile puisqu'il fallait quand même qu'il y ait un contrôle derrière. Pourquoi? Parce que dans l'apprentissage, des fois il y avait des faux positifs, et puis en fait et donc ils préféraient quand même aller regarder. Vous êtes absolument sûr qu'il n'y ait pas de défaut qui ne soit pas vu aussi.
Un autre exemple aussi un peu similaire, c'est qu'un système d'estimation de la qualité, donc là encore à base d'apprentissage, du deep learning, enfin, tout avait été super bien fait, et puis les résultats en termes de précision étaient aussi absolument excellents. Ils étaient à 80%. Et bon, donc je posais la question, et donc ton système d'évaluation de la qualité là est utilisé? Ben non, on l'a pas mis en service. Pourquoi? Parce que quand on dit à l'opérateur que la qualité elle est bonne à 95%, ben lui, il ne sait pas quoi faire avec. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est deux exemples juste pour dire que, en fait, les qualités intrinsèques d'un apprentissage ne suffisent pas forcément tout le temps à ce que le système soit utilisé et réponde bien aux besoins. Il y a d'autres choses là-dedans. Il faut que la personne ait vraiment confiance dans le système. C'est ça qu'on va regarder de façon un peu plus précise sous l'angle des données. Alors, quels sont les acteurs en fait qui sont partie prenante en fait de ce processus? Si on regarde de façon un peu schématique comment est-ce que ça fonctionne, c'est qu'à partir des données, bon voilà, il y a le data scientist, en général il y a aussi un peu l'expert métier qui est là, mais qui va donc construire un modèle à partir des données, et puis ce modèle il sera utilisé par un utilisateur. Donc on voit qu'il y a deux étapes clés en fait qui sont la construction du modèle et l'utilisateur. Donc on va examiner un peu ces deux étapes. Et là, plusieurs questions peuvent se poser. Par exemple, voilà, le modèle il va proposer quelque chose, mais il y a un problème, par exemple. Si c'est le cas, vers qui je vais me retourner? Donc une des premières questions qui se posera, c'est des questions relatives à la propriété intellectuelle, à la responsabilité, à qui d'une certaine façon appartient le modèle. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse générale en fait. Quand on regarde bien, un modèle, il est fait à partir de plusieurs éléments. Vous avez des données, des algorithmes, des plateformes, et il n'est pas rare que les données viennent d'une société, algorithme d'une autre, plateforme viennent d'une autre, et donc en fait, au final, le résultat, il provient des trois, quoi. Donc, à qui il appartient? En général, les réponses, elles sont plutôt liées à celui qui a fourni les données. Néanmoins, il y a de la valeur aussi dans l'algorithme, les plateformes, etc. Mais si la propriété vient de celui qui a fourni les données, comment faire quand les données viennent de sociétés différentes, par exemple? Là, il faut trouver des réponses ad hoc. En fait. Chaque cas est un peu particulier. D'autant que les données qui sont utilisées pour la construction, parfois, il y a d'autres données qui sont utilisées pour l'exécution. Donc, en fait, le résultat du modèle, il porte aussi des données pour l'exécution, pas que pour la construction. Donc, comme je le disais, il y a des réponses qui sont plutôt au cas par cas. Par contre, il y a une nécessité absolue, enfin une nécessité très forte là-dessus, c'est d'avoir effectivement du data management. C'est-à-dire comment est-ce que cette donnée-là, elle sera ségrégée, comment elle sera gérée, à qui elle appartiendra, qui est-ce qui en sera le responsable, quel va être le flux de ces données-là. Et c'est vrai dans le cas d'entreprises diverses qui contribuent à un même objectif, mais c'est vrai aussi le cas dans des grandes entreprises industrielles. Je parlais de l'exemple de Skywise tout à l'heure. C'est aussi un sujet parce que les données sont produites par exemple par l'engineering, par le manufacturing, par la maintenance. La nécessité d'un data management à l'intérieur de l'entreprise se fait sentir très très vite en fait dès la construction du lac de données. En fait. Et la question corollaire à la propriété intellectuelle, c'est la valeur créée. Elles sont tout à fait reliées les unes les autres. Si on crée de la valeur avec les systèmes, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est pour ça qu'on le fait. Comment je répartis cette valeur-là entre celui qui vient avec les données, celui qui vient avec l'algorithme, celui qui vient avec la plateforme, et puis celui qui réalise en fait le modèle. Hein, parce qu'il faut quand même avoir des data scientists par derrière. Bon, là encore, il n'y a pas de règle générale, c'est à traiter au cas par cas. Alors on peut se dire, on va regarder d'un point de vue légal, on dit là-dessus, probablement que les gens ils ont écrit la loi ou le règlement qui permettent de répondre à ces questions.
Alors, en fait, non. La législation reste adaptée. Qu'est-ce qui dit ça? C'est le directeur général de l'Office de management de la propriété intellectuelle. Très récemment, donc pas plus tard qu'il y a quelques jours, le député Raffan, là, il a déposé une proposition de loi portant l'insertion dans le préambule de la Constitution d'une charte de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Donc, voilà, au niveau de la Constitution, hein, on verra après un peu le contenu, mais les questions qui sont posées, en fait, d'un point de vue légal, c'est est-ce qu'on est capable de breveter, en fait, un système d'IA? Bon, en fait, on s'aperçoit que c'est quand même extrêmement compliqué. Est-ce qu'il faut breveter les données, l'algorithme, le résultat, sachant que le modèle, comme il est adapté aussi, et peut s'adapter en permanence, en fait, quand je fais un entraînement, est-ce que j'ai le même modèle qu'auparavant? Donc, est-ce que je peux breveter la même chose? Est-ce qu'on peut dire que l'IA est un inventeur? En fait, il y a des demandes de brevets qui ont été faites à partir d'inventions réalisées par un système d'intelligence artificielle. Bon, c'est refusé au motif que ce n'était pas un être humain, mais pas au motif que ce n'était pas une invention. Quels sont les droits d'auteur qui peuvent s'appliquer pour l'IA? Alors, je disais tout à l'heure que dans le domaine industriel, on cherche plutôt les processus opérationnels, mais il y a des gens qui utilisent ces techniques-là pour construire de la musique, par exemple, ou pour faire des peintures. On commence aussi à l'utiliser pour la conception de systèmes. Donc, d'une certaine façon, est-ce que l'IA peut être un auteur? Une autre question, là, plus spécifique sur les données. Est-ce que le droit d'auteur s'applique aux bases de données, en fait? Dès lors, aujourd'hui, qu'on fait des systèmes à partir de données, et que c'est ça qui permet d'avoir le modèle avec les techniques d'apprentissage, est-ce que, en fait, un modèle peut être réductible aux bases de données? Nous parlions d'Anity, là, tout à l'heure, le 3IA local de Toulouse, sur lequel il y a beaucoup de partenaires qui travaillent ensemble. Donc, évidemment, il y a un règlement pour la propriété intellectuelle. On reste assez pudique sur la partie base de données, en fait, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, en fait, dans la façon de considérer véritablement le droit d'auteur là-dessus. Certains ont même été jusqu'à proposer que l'IA puisse être dotée d'une personnalité juridique. Typiquement, pensez aux voitures autonomes. S'il y a un accident, est-ce que, quelque part, ce ne serait pas une bonne idée d'avoir une personnalité juridique d'un robot ou d'une voiture autonome avec des droits et des devoirs associés? La proposition constitutionnelle, là, dont je parlais il y a quelques instants, traite de cette question-là et répond non. Non à la personnalité juridique. Mais c'est une position qui est celle qui est proposée. Hein. Mais vous voyez aujourd'hui que la question est sur la table. Alors, regardons un petit poil maintenant une autre question posée lors de la constitution en fait, du partage de données, plus d'un point de vue technique, on va dire c'est la collecte. Je n'aborderai pas la partie spécifique technique de la collecte que vous avez vu dans les cours ou que vous pratiquez vous-même dans votre profession, qui est déjà complexe en tant que telle, mais qui induit aussi un certain nombre de questions complémentaires, on va dire. La question essentielle, enfin l'une des questions essentielles, c'est la qualité des données. Si je collecte quelque chose qui n'est pas bon, hein, il y a un fameux adage qui dit que garbage in, garbage out, donc j'ai intérêt à être attentif à la qualité des données que je vais fournir au système, que ce soit d'ailleurs dans l'apprentissage, ou dans l'exécution. En fait, plus que de qualité des données, personnellement, je préfère employer l'utilisabilité, parce que si on collecte les données, c'est toujours, d'une certaine façon, par rapport à un certain objectif, on l'a vu précédemment, on veut fabriquer des systèmes qui permettent d'aider à la décision, etc. Et parfois, les données peuvent être utilisables, même si la qualité intrinsèque de la donnée n'est peut-être pas au rendez-vous. Un exemple un peu trivial, mais si on doit raisonner sur une variation de données, bon, la valeur absolue ne nous importe pas. Peut-être que la valeur absolue n'est pas correcte, mais ce n'est pas très grave, en fait. Donc, la question essentielle, me semble-t-il, c'est que c'est véritablement par rapport à l'utilisabilité des données. On y reviendra d'un point de vue méthodologique dans quelques instants également.
Quand on partage les données, en général, elles viennent de bases de données différentes. Et là, je pense que c'est un peu l'expérience courante de chacun d'entre nous, mais est-ce que les mêmes mots signifient la même chose? Pas forcément. Est-ce que, en fait, des mots différents peuvent recouvrir la même réalité? Très certainement. Donc, on a une question assez essentielle de sémantique. Dans les larges bases de données, parfois, il y a vraiment nécessité de construire des ontologies représentatives de la sémantique du domaine pour faire en sorte qu'on puisse faire l'appariement entre les différentes bases de données et pouvoir raisonner correctement sur un ensemble de données reconsolidées d'une certaine façon. Cette reconsolidation un peu sur le spatial, si vous me permettez cette analogie-là, elle se pose également sur le domaine temporel. Quand on travaille dans le domaine industriel avec des séries temporelles, bon, elles ne sont pas véritablement synchronisées. Là, on voit tout de suite quelles sont les difficultés qu'on peut avoir pour raisonner sur. Et c'est une question qui n'est pas forcément facile. Ça relève à la fois des pas de temps, mais aussi des synchronisations d'horloge. Enfin, c'est un peu compliqué. Après, on aborde d'autres questions. Est-ce que les données sont équitables? Est-ce qu'elles représentent bien le phénomène que je cherche à représenter ou à apprendre? On le verra aussi d'un point de vue éthique, parce que ça peut engendrer des fois certaines difficultés. Et enfin, et je ne suis pas du tout exhaustif dans les questions qui sont à poser en termes de collecte, je n'ai choisi que quelques sujets. En exécution aussi, la collecte des données en exécution peut aussi engendrer un certain nombre de questions. Le domaine d'emploi des données qui m'arrivent, c'est le même que celles sur lesquelles je fais mon apprentissage, où j'ai développé mon système. Il peut y avoir de la variété dans le temps, enfin, il y a de multiples questions qui se posent en exécution. Donc, construire du big data, partager les données, oui, attention à la collecte sur ces sujets-là. Regardons maintenant, si vous le voulez bien, le côté un peu utilisateur, où là, on va dire, il y a deux sujets. La valeur d'usage, forcément, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je fais un système parce qu'il apporte de la valeur. Je ne m'étendrai pas, et le deuxième sujet qui est la confiance. Je ne m'étendrai pas trop sur la valeur d'usage, mais juste, je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous un constat que j'ai fait souvent d'un point de vue méthodologique, en fait, où quand on parle d'utilisation des données, d'apprentissage, et qu'on regarde un peu les méthodes, j'en ai pris une au hasard, il n'est pas rare que, oui, en fait, voilà ce dont on parle. On va collecter les données, les préparer, entraîner, revenir, et que la question qui nous arrive, à nous, ingénieurs, qui construisons des modèles d'intelligence artificielle, c'est j'ai des données, quelle est la valeur dans mes données? Et en fait, on a un processus qui part des données. Et à chaque fois, en général, je dis, mais attendez, peut-être qu'on peut voir les choses un peu différemment, en fait. C'est que peut-être que la bonne question, c'est pas tant quelle est la valeur dans mes données, mais quelle valeur la décision que j'ai envie de prendre avec le système que je vais réaliser avec les données a-t-elle? C'est-à-dire que sur le plan méthodologique, et là j'ai pris le schéma de CRISP-DM que je pense que vous connaissez, commence évidemment par la question, qu'est-ce que je veux faire avec mes données? Quel est mon objectif business? Est-ce que les données dont je dispose, elles me permettront de pouvoir faire ça? Donc il y a des analyses préalables avant de commencer effectivement la partie de réalisation proprement dite. Donc voilà, je termine cet aparté, mais je voulais vraiment partager cette préoccupation parce que je la vis presque au quotidien en fait. Alors regardons maintenant dans l'utilisation du modèle la notion de confiance qui est une préoccupation aujourd'hui extrêmement prégnante en fait dans les entreprises. Pourquoi? Parce que allez, il y a peut-être on va dire 2-3 ans. Les préoccupations majeures étaient de dire qu'est-ce que je peux faire avec cette nouvelle technologie, enfin cette technologie qui revient sur le devant de la scène, d'apprentissage profond, il y a plein de choses à faire. Donc en fait, on s'est frotté à ces sujets et on en a vu aussi à la fois l'intérêt et la puissance et la performance, mais aussi d'une certaine façon les limites en termes d'usage, dont j'ai donné quelques exemples il y a peu. Et cette notion de confiance, qui est largement documentée dans la littérature, personnellement, bon, j'en vois 4 parties.
et c'est tout à fait personnel et subjectif. Il y a vraiment d'autres façons de le présenter, mais peu ou prou, on retrouvera ces éléments-là, même s'ils ne sont pas forcément présentés de la même façon. Alors, il y a tout le domaine de la privacy. Mes données sont protégées, bon, les liens aussi avec la sécurité et la sûreté, je ne m'étends pas sur le sujet. On a parlé tout à l'heure un peu de l'équité, donc là c'est vraiment la question, le fairness en anglais, est-ce que les données vont correctement représenter la réalité que je cherche à représenter, sans trop de biais. Alors, je ne reviens pas forcément sur les systèmes biaisés que vous connaissez, sur le genre ou la race, il y a eu quelques exemples malencontreux là-dessus, Amazon qui lui-même a voulu utiliser ces techniques pour faire du recrutement, mais il s'est rendu compte qu'en fait, il recrutait que des personnes de sexe masculin, parce que dans le passé, c'est ce qu'il faisait, quoi. Donc, en fait, il y avait un biais reproduit en matière de recrutement. Mais d'autres exemples aussi très opérationnels, là, quand on veut, par exemple, fabriquer une voiture autonome, si je veux reconnaître un piéton qui traverse, est-ce que, en apprenant avec des piétons bipèdes, je saurais reconnaître un piéton qui marche avec une canne? Est-ce que je saurais reconnaître un piéton unijambiste? Voilà un genre de questions très opérationnelles qui sont posées, y compris quand je reconnais des défauts sur des installations industrielles, par exemple. Focalisons-nous un petit peu sur la transparence, dans lequel un des éléments concerne l'explicabilité ou l'interprétabilité, c'est-à-dire que vu l'utilisateur, quand mon système va va proposer une action ou procéder à une classification, eh bien, l'utilisateur aura confiance il aura confiance. En tout cas, un des éléments de confiance, c'est qu'il ait la capacité de poser la question à un système, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi pas? D'une certaine façon, quand nous, on interagit entre êtres humains et qu'on demande conseil à quelqu'un, on a envie que la personne puisse effectivement répondre à la question pourquoi et pourquoi pas. Donc ça peut prendre des formes différentes en matière de données qui peuvent être dans le langage de l'utilisateur et parfois en termes de données. La transparence, dans certains cas, moi je ne suis pas capable de pouvoir comprendre comment le système a déduit ou a proposé quelque chose, donc je vais m'appuyer en fait sur une conformité à une norme ou une législation, peut-être typiquement les hasards dans le domaine aéronautique, en disant, puisque eux, ils ont fait la vérification, je peux me fier à ce qu'ils disent. Néanmoins, là, les nouvelles ne sont pas tellement bonnes, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas beaucoup de moyens, en fait, législatifs sur le sujet. Le dernier point sur la responsabilité est lié à qui, au final, va décider. Donc, il y a une distinction entre les systèmes autonomes et les systèmes d'aide. Je ne m'étends pas non plus là-dessus, mais c'est important quand vous construisez des systèmes de savoir quel niveau de décision que vous allez confier au système et puis celui qui sera confié à l'être humain. Et c'est des questions qui sont aussi naturellement ouvertes vers l'éthique et sur la place de l'être humain. Alors, quelles sont les initiatives à ce jour sur le sujet? La première chose qu'on peut dire, c'est que ces sujets de confiance dans l'apprentissage à partir des données sont dans le hype cycle là, du Gartner, en termes de responsabilité ou d'effectivité. Et les sociétés y sont attentives pour éviter notamment de perdre la confiance de leurs clients ou de leurs employés. Il y a des initiatives donc aussi au niveau européen. Je mentionne notamment celle du High Level Group qui a publié une grille de 166 questions relatives à l'IA de confiance. Et en France, deux initiatives, on a parlé d'Anity tout à l'heure, le 3IA toulousain qui vise à fournir des solutions d'IA de confiance, mais aussi le grand défi qui a été lancé par les pouvoirs publics et qui est mené par un consortium de 14 industriels pour produire une forme d'évaluation de ces modèles de confiance. Au passage, Soprasteria
est partie prenante de ces deux initiatives, hein, aussi bien Niti que Confiance. Et voilà, si vous êtes intéressé par les sujets, on pourra, dans un autre cadre aussi, vous préciser en quoi ça consiste. Alors, voilà quelques challenges qui sont déjà des challenges d'aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui sont à venir. J'en ai retenu deux. Celui du green, c'est-à-dire que la sobriété numérique, elle va s'imposer dans la réglementation. Elle va s'imposer aussi via la responsabilité sociale de l'entreprise. Demain, quand vous concevrez un système, vous devrez le concevoir en prenant en compte l'empreinte carbone qui deviendra un facteur à prendre en compte. Et si on n'y prête pas garde, la contribution, comment dirais-je, du numérique sur les gaz à effet de serre sera redoutable. Le deuxième point aussi qui nous concerne, nous, population intéressée par les biais, par les données et autres, c'est que, oui, en fait, il y a une diversité trop faible dans notre profession. Seulement 15% des data scientists sont des femmes. Comment peut-on assurer l'équité des données sur les modèles d'apprentissage si nous-mêmes, en fait, c'est pas identifié très peu dans le biais, hein, c'est aussi un sujet de société qui est en train de venir. Donc, en matière de conclusion, qu'est-ce qu'on a vu, en fait? On a vu que, oui, le partage des données au sein du big data, bon, c'est la mère de l'IA, et on sait aujourd'hui qu'on a aussi besoin d'avoir la connaissance, pas simplement les données, pour avoir des IA qui fonctionnent et qui permettent de pouvoir traiter tout ça, dans une optique de construction de systèmes pour de l'aide à la décision, et que pour construire ces systèmes, en fait, on a besoin de traiter un certain nombre de diverses dimensions pour que nos projets soient couronnés de succès et qui ne sont pas que des sujets techniques. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci beaucoup François-Marie pour cet éclairage et cette très belle présentation qui, je pense, nous a aussi apporté tout un tas d'autres questions sur lesquelles on ne s'était pas forcément posé. Donc ça, c'est aussi le jeu justement de ces conférences d'ouverture, c'est d'arriver à se reprojeter sur un contexte aussi qui nous est peut-être un peu moins connu, vraiment des problématiques industrielles, également des éléments qui restent encore à faire. Hein. Donc tu l'as bien souligné à tout ce qui est en termes de législation, en termes d'équité et de relations de confiance vis-à-vis de ces systèmes. Donc, merci en tout cas de nous avoir apporté ce retour d'expérience et ces éléments. Je vous propose maintenant de passer à la table ronde. Donc, je vais inviter les différents experts qui vont nous rejoindre pour cette table ronde. Et je leur demanderai de se présenter brièvement de façon à pouvoir un petit peu expliquer leur bagage et leur parcours. Donc, on va peut-être commencer par François Bouter. Bonjour. Alors, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, François Bouter. Donc, je suis directeur conseil au sein de Sopra Steria Next et en charge d'une offre et de toutes les composantes autour de la data pour les fonctions métiers. Parfait, merci. On accueille également Nicolas Brigaud. Bonjour à tous, Nicolas Brigaud, Sopra Steria Next. Je travaille notamment avec François sur toutes nos activités data dans le secteur de l'énergie. Puis historiquement, j'ai un peu travaillé avec d'autres étudiants de la chaire CPE dans d'autres années. Merci Nicolas. On va continuer avec Fabrice Jumel. Oui, bonjour, Fabrice Jumel, donc enseignant-chercheur à CPE Lyon, rattaché à un laboratoire de l'INRIA. Et donc, mon lien un petit peu avec cette conférence est en tant qu'utilisateur de solutions à base d'intelligence artificielle, en particulier pour la robotique intelligente, et puis aussi sur les aspects éthiques qui sont enseignés en lien fort avec l'utilisation des solutions à base d'intelligence artificielle. Voilà, et du coup, François-Marie, qu'on a eu l'occasion d'écouter. Donc, merci à tous d'être venus pour pouvoir participer à cette table ronde. Donc, je propose maintenant un petit peu de ne pas hésiter à nos interlocuteurs d'envoyer leurs questions sur le chat prévu à cet effet. Je crois qu'on a déjà eu une ou deux questions qui ont été envoyées. Donc, écoutez, je vous propose de commencer par celle-là. Donc, je vais commencer par peut-être vous évoquer la première question. Donc, c'est une question de Gaël
qui nous demande si nous ne sommes pas dans l'obligation de nous tourner vers les small data afin d'éviter un nouvel hiver de l'IA en raison d'une prise de conscience écologique, notamment la consommation du kilowattheure pour du monotage. Peut-être ce terme de monotage n'est pas forcément clair, mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie question sur small data et le rapport, ce qu'avait évoqué François-Marie un petit peu sur la conclusion, sur un petit peu le Green IT et la nécessité d'ajouter un petit peu cette notion de consommation et de rejet de CO2. Donc la question vous est ouverte. Peut-être, François-Marie, commencer par rebondir là-dessus. Oui, merci pour la question. Oui, alors, bon, j'y crois assez bien. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Le premier, c'est que déjà, on n'a pas tout le temps du big data, donc on a vraiment besoin d'apprendre. Hein. On n'a pas besoin de se cogner 1 million de fois la tête pour savoir que ça fait mal et qu'il faut arrêter, quoi. Quand on apprend 1 ou 2 fois, ça suffit. Donc, il faut effectivement trouver des solutions là-dessus. Il y a un courant extrêmement porteur en termes de recherche là-dessus. Il y a quelques licornes, notamment en France, qui font des résultats qui sont absolument bluffants en matière de small data. Ça participe, c'est-à-dire que vous pouvez faire sur votre PC là où vous avez besoin dans d'autres endroits du GPU. Hein. Donc oui, pour la sobriété numérique, c'est absolument nécessaire. Enfin, c'est une conviction très profonde. Donc ça rejoint une préoccupation industrielle, une préoccupation de transition numérique. Il y en a même une troisième, c'est qu'en fait, des petits réseaux sont infiniment plus explicables que des réseaux volumineux. Donc en fait, vous gagnez sur les 3 tableaux, je crois. Donc nous, alors à Sopra Steria, juste pour terminer là-dessus, ça fait absolument partie de nos axes de surveillance très très proche en fait en matière de. Merci François-Marie pour cet apport. Peut-être qu'un autre intervenant souhaite rajouter quelque chose ? Pour rebondir sur ce que dit François-Marie, c'est que c'est sûr que dans le monde des entreprises, tout secteur confondu, je pense, il y a une vraie prise de conscience sur le fait que stocker pour stocker ou utiliser toujours du big data ne sert pas forcément, et notamment sur la sobriété numérique. Je pense que la sobriété numérique, on en reparlera après, mais il y a une vraie prise de conscience dans les entreprises sur ces sujets-là. Du coup, il y a aussi une prise de conscience de est-ce qu'il faut tout le temps stocker, tout le temps utiliser le big data ou des solutions fortes, une Ferrari pour parfois pas, comme l'a expliqué François-Marie, est une réalité. Après, il y a quand même toute une organisation, une stratégie à avoir en place par rapport à ça dans les entreprises, parce qu'on a tendance à démultiplier des fois ces initiatives personnelles de small data qui ont des conséquences aussi peut-être par rapport à ça. Donc il y a quand même une organisation à avoir. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet de sensibilité chez nos clients, quels que soient les secteurs. Merci. D'autres éléments à compléter? Oui, Fabrice? Éventuellement, on peut peut-être rajouter aussi un petit point technologique, c'est que il y a différentes technologies pour mettre en place de l'intelligence artificielle avec peu de données, mais parmi ces approches, on en a quand même certaines qui sont basées sur du transfer learning avec des réseaux qui eux-mêmes ont appris sur énormément de données. Donc, je pense que la question, elle est beaucoup sur le fait de ne pas perdre les apprentissages qui ont été faits dans le passé, parce qu'on entend souvent des gens qui disent, par exemple, on a des IA qui lisent des millions de livres. La question importante, ça serait que toutes ces IA n'aient pas à relire ces millions de livres en permanence et de savoir si une IA a lu les millions de livres, comment elle peut transférer la connaissance qu'elle a eue à toutes les IA qui viendront après sans qu'on ait à refaire ce travail. Donc, une chose importante liée au small data, et nous, dans nos usages, en particulier sur la reconnaissance d'objets, c'est vraiment l'importance de la capacité de transférer le résultat des apprentissages passés pour pouvoir facilement ensuite appliquer ça à du small data. Merci Fabrice, et ça embraye aussi sur la notion de possibilité justement de partager ces modèles avec d'autres pour pouvoir continuer ce transfert learning, qui est aussi un des points qu'avait abordé François-Marie. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, je vais peut-être inviter Grégory Morel, aussi enseignant-chercheur à CEP Lyon, à nous rejoindre pour poser la prochaine question. Oui, merci. Alors, la prochaine question nous vient d'un auditeur anonyme de Montréal.
qui fait le constat que de manière générale, on peut dire que la législation et les normes éthiques sont moins contraignantes en Amérique du Nord, il suffit de penser aux GAFAM, et on peut penser que cette différence affecte la vélocité de la recherche en Union européenne. Du coup, il nous demande si vous pensez que les projets de cloud commun européen, je pense qu'il évoque ici Gaia-X par exemple, ces projets de cloud commun européen pour la recherche sur le big data peuvent aider la France et l'Europe à faire des avancées majeures à la fois côté technique sur l'IA industrielle, y compris pour la santé, et côté leadership sur une IA plus éthique, entre guillemets. Peut-être François-Marie ou François. Alors, oui, mon opinion, mais c'est qu'une opinion, hein, on verra les résultats, hein, c'est que moi j'y crois. Je trouve ça plutôt encourageant que l'Europe se mobilise sur ces sujets-là. On aura une approche différenciée précisément par rapport à tout ce qui est RGPD et puis et focus éthique, etc., qui est différent. Ça peut être un facteur différenciant, en tout cas qui correspond aussi quelque part aux valeurs de l'Europe. Hein. J'observe qu'on est quand même le plus gros marché commercial, hein, donc on compte, et c'est important de tirer parti de ça. Ça nous obligera aussi à trouver des solutions en matière de recherche scientifique qui peuvent être originales par rapport aux contraintes qu'on se donne. On peut aussi voir les choses sous cet angle-là. Enfin, j'observe, sauf erreur de ma part, que, comment dirais-je, Gaia-X est une initiative européenne, mais enfin, si j'ai bien tout suivi, les GAFA, ils toquent à la porte pour rentrer, non? Je me trompe ou... J'ai pas suivi le... Ben si, hein, en fait, ils veulent entrer dedans. Hein. Donc vous avez les traditionnels, AWS, GCP, enfin tout ça. D'autres, peut-être des compléments de réponse, François, Nicolas, Fabrice? Oui, moi peut-être un élément qui est important, c'est de toute façon la différence d'approche. Moi, j'en distingue trois, mais voilà, c'est une opinion personnelle, hein, entre la vision nord-américaine au sens large, la vision européenne et puis la vision asiatique. C'est trois manières de penser et de voir les choses différentes. En Europe, on a toujours été un peu plus plutôt dans un cadre législatif, d'éthique, de domestiquer les sujets. Ça n'a jamais, au fil de l'histoire, ça n'a jamais créé, au contraire, même ça a souvent été un élément de facilité d'acceptation des bouleversements technologiques. Et je pense que là, ça sera plutôt justement de prendre ce temps d'éthique, de prendre ce temps de réflexion, comme ça a été pris autour des données personnelles, peut faciliter l'acceptation aussi des innovations, des choix, des orientations technologiques telles qu'elles seront déployées dans le futur. Et du coup, ça peut plutôt donner un coup d'avance, là où dans certains cas, il ne faut pas oublier qu'à un moment, une innovation, pour qu'elle fonctionne aussi, il faut qu'elle soit acceptée par l'ensemble des personnes, que les personnes y croient et que ça apporte des résultats. Si on n'y croit pas, on aura toujours une défiance vis-à-vis de la technique. Merci. Fabrice, Nicolas, je ne sais pas si vous voulez compléter les réponses qui viennent d'être données. Ce qui est sûr, c'est que est-ce que à cause des contraintes qu'on se met d'RGPD, on a du retard en recherche? Je pense que François-Marie l'a bien expliqué tout à l'heure que pas forcément. Est-ce que dans les résultats et dans les approches comme Gaia-X va permettre d'accélérer ça? Ça, c'est une certitude. Mais c'est sûr que dans l'approche qu'on a, et c'est ce qu'a appuyé François, l'adhésion, bien comprendre aussi les usages seront des facteurs, et l'explicabilité aussi, c'est quelque chose de très important, puisque la transparence est importante. Notamment, ça va être des vrais sujets de recherche et des vrais sujets dans les prochaines années, quoi. Ouais, peut-être pour compléter, hein, moi je pense que quelque part, en Europe, on a quand même une chance avec cette RGPD, au moins au sens pour la protection des individus. En France, on a la CNIL aussi qui fait un travail, et le vocabulaire qu'on utilise est tiré de la CNIL, l'importance de respecter les individus, de la loyauté des algorithmes, la loyauté d'usage de leurs données, le fait de rendre clair les algorithmes, etc. Donc je pense que de ce côté-là, c'est une chance. Et après, de l'autre côté, il faut voir aussi que le RGPD, on voit le côté protection, mais dans le fondement du RGPD, il y avait aussi l'idée de la transférabilité des données.
Et ça, faut bien voir que si ça a été mis en place, c'était pour contrecarrer la possession des données par les GAFA en particulier. Donc le RGPD n'était pas simplement mis en place, si on se ramène à l'historique, pour protéger les individus vis-à-vis de leurs données. Elle a été mise en place, et je pense qu'il y a eu beaucoup de lobbying dans ce sens à l'époque, pour obliger les données qui étaient hébergées à l'étranger sans contrôle à être rendues dans l'obligation d'être identifiables et transférables, dans l'idée de pouvoir créer de nouveaux business models côté européen en particulier, et pouvoir ensuite travailler sur la relocalisation des données. Donc, quelque part, hein, le RGPD, moi je le vois clairement pas que comme un frein, je le vois aussi comme quelque chose qui a été mis en place pour vraiment donner des potentialités de business et récupérer une forme de retard pris sur ce qui se passait en particulier aux États-Unis. Merci. Je proposerai à Jacques de dire la question suivante. Alors, on a également une question qui porte encore une fois sur un sujet d'actualité. Ça va être Bob qui nous demande quelle est la position par rapport à la 5G et comment envisagez-vous son utilisation dans les 5 à 10 ans? Alors, c'est une question qui est très vaste. On peut peut-être le voir sous le prisme justement de la donnée sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, c'est une question qui est intéressante, effectivement, puisqu'on va augmenter les capacités de transmission, de calcul et forcément tout ce qui va en découler derrière. Bon, je peux donner mon avis si vous voulez. Très bien. Je ne suis pas un spécialiste de la 5G, j'essaie effectivement de regarder quel impact ça peut avoir côté IA données et autres. Le premier bénéfice attendu, ce qui va d'ailleurs complètement avec la stratégie dont je parlais tout à l'heure, très bien posée Thierry Breton, il faut qu'on gagne la bataille de la donnée industrielle. Le premier intérêt en fait que je vois personnellement, c'est dans le domaine industriel. C'est-à-dire que l'IoT industriel, ou ce qu'on appelait avant l'informatique industrielle, pourra par ce moyen-là faire un bond, par la capacité de partager des données le plus en temps réel et sous la forme sur un volume, quoi. Ce qui va d'ailleurs complètement à l'encontre de ce qu'on vient d'évoquer en matière de sobriété numérique. Et c'est là où, pour rejoindre ce qui est évoqué il y a quelques instants, il y aura aussi des avancées très fortement dans l'edge computing. La capacité de pouvoir avoir des systèmes modestes, petits, au plus proche possible de la donnée, pour faire en sorte que les choses puissent être traitées en fait en local. Donc il y a une espèce d'ambivalence un peu entre les deux, sur un partage plein pot avec la 5G et la sobriété. Je pense que dans 4-5 ans, on verra des choses extraordinaires qu'on n'imagine pas aujourd'hui. C'est un peu excitant de la faire. Merci. Ouais, mais pour compléter, je ne suis pas non plus le grand spécialiste de la 5G, mais nul doute qu'elle va démultiplier les usages. Et je partage effectivement le point de vue remonté sur la bataille de la donnée industrielle. Aujourd'hui, il faut pas oublier que les GAFAM, l'essentiel, c'est quand même de la donnée client. La donnée client, on voit très bien tout ce qu'il peut y avoir autour de ça, mais effectivement, il y a un chantier, et on le voit, je parle en tout cas pour Sopra Steria Next chez nos clients, et là, typiquement avec Nicolas chez nos clients INU, on voit bien que là, il y a des enjeux majeurs justement sur ces données industrielles, et la 5G devrait pouvoir justement faciliter énormément le déploiement de tous les use cases liés à ça. Là où pendant quelques années, on a vu beaucoup de sujets autour de l'IoT balbutier pour des problématiques plutôt d'échange de données, de transfert de l'information, de edge computing entre autres. Et normalement, c'est ces usages-là qui vont se déployer énormément avec l'arrivée de la 5G. Donc oui, on va avoir plein de choses qu'on n'imaginait pas possibles parce qu'on avait des fils encore à la patte sur un certain nombre de technologies côté industriel. Ouais, peut-être aussi un mot, mais qui va vraiment compléter ce qui vient d'être dit, c'est que dans les révolutions qu'on attend, et en particulier au niveau industriel, c'est le fait de retirer ces fils. Il faut imaginer qu'une usine, c'est des câblages de réseau de partout.
Et l'idée, quand même, c'est au niveau de l'adaptabilité des processus industriels. Demain, on va être dans quelque chose de totalement différent. Et si on revient un peu plus sur ma partie, on va dire sur le côté robot autonome, on peut, par exemple, considérer les véhicules autonomes et tout ce qui peut être associé à ça. Par exemple, si on prend les projets qui sont menés, par exemple, par Domino Pizza, on a quand même des logiques de camions autonomes qui font des pizzas, de logiques de livraison autonomes qui sont associées à ces camions. Et en fait, si on comprend bien ce process, on est en train un peu d'être dans une logique de usine hors les murs et de processus complètement dynamiques qui sont rendus possibles par le fait qu'on n'a pas de goulot d'étranglement et de problématiques d'échange, en particulier de données, d'informations dans les processus. Et si on comprend la logique du camion, de la pizzeria, bah, si on va plus loin, on peut imaginer qu'en fait, il y aurait des échanges, par exemple que la sauce, ça serait fait par un camion Barilla qui passe à la volée. Enfin, et là, on est vraiment dans des choses qui ressemblent pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui au sens de l'usine. C'est-à-dire qu'on est en train de passer dans une logique possible de mobilité et de processus industriels qui sont dans la mobilité. C'est quelque chose qui est vraiment, qui peut vraiment débaucher sur des nouveautés très grandes, comme par exemple l'usine qui viendrait au plus près de son client final pour en gros créer les pièces dont il a besoin au moment où il en a besoin. Enfin, c'est potentiellement une révolution qui est très très forte, qui est liée à ça. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter? C'est bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Dans ce cas-là, je vous propose de passer à la question suivante. La question suivante concerne le droit à l'oubli, notamment pour les données qui sont utilisées pour construire un réseau de neurones profonds. Je crois savoir notamment que le RGPD implique… Alors, les réseaux de neurones profonds sont souvent vus comme des boîtes noires. On ne sait pas toujours bien expliquer leur fonctionnement. Mais je crois que le RGPD implique que justement les entreprises sachent expliquer le fonctionnement de ces réseaux pour expliciter en tout cas ce qu'on fait des données qui ont été utilisées pour le construire, mais quid du droit à l'oubli dans ce cas-là? Est-ce que si quelqu'un dit moi je souhaite qu'on retire mes données, est-ce qu'il faut réentraîner tout le modèle? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce droit à l'oubli pour les réseaux de neurones profonds? Je peux peut-être commencer sur le sujet. Oui. Alors, il y a des notions qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que le droit à l'oubli, jusqu'à présent, on le considère plutôt sur lié à une personne. Et on est plutôt sur, par exemple, le fait que vous avez publié une information sur un réseau social ou vous avez été jugé dans le passé et vous avez envie que ces données disparaissent. Donc, on est quand même plutôt, quand on utilise ce terme, sur des données plutôt personnelles, plutôt nominatives, et on veut retirer ces informations. Donc, si j'oublie maintenant ça et je sors de la définition, c'est clair que retirer d'un apprentissage une image en particulier qui a été utilisée, ça semble très compliqué. On peut relancer le système et là, on arrive sur les notions, par exemple, de traçabilité et on pourrait dire que telle version d'un algorithme, on pourrait retracer qu'il est lié à des données et la suppression d'une donnée pourrait ramener à la régénération de l'algorithme avec cette donnée en moins. Donc, le cœur du problème, c'est la traçabilité des données. Voilà. Si maintenant, on voulait faire des réseaux de neurones qui facilement on peut supprimer des données, en fait, ça change complètement la façon de créer ces réseaux. C'est pas impossible. Mais là, on est dans des réseaux qui seraient en fait prévus dès le départ pour qu'on puisse… là, on parlait de small data tout à l'heure. Il faudrait quasiment créer l'inverse de ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire des réseaux où on apprend en leur mettant un peu d'images. Là, on voudrait leur faire oublier en leur rajoutant des données qu'ils avaient déjà. Alors, pourquoi pas? Mais maintenant, de manière plus générale sur ces problématiques, par exemple, il y a un cas que je trouve assez similaire qui a vraiment été posé en question il y a quelques années en arrière. C'est en particulier au niveau des décisions de justice, où il y avait vraiment toute une problématique des noms qui apparaissent dans les décisions de justice. Les noms d'un côté des prévenus, des accusés, des victimes, mais aussi le nom des juges, des avocats, etc. Et ça posait vraiment un énorme problème à la profession qu'en fait ces données puissent être réutilisées. Et du coup, là, se poser la question d'interdire l'usage de certaines données. Et c'est là qu'on arrivait à une situation un peu particulière, c'est-à-dire que ces résultats de justice sont publics, c'est-à-dire qu'officiellement, les données des gens doivent exister dedans, sinon elles n'ont aucun sens.
Et ce qu'on se retrouvait à faire, c'était en fait d'interdire certains usages. Et là, on revient un petit peu sur, par exemple, le fait qu'en France, il est interdit de faire des études par race ou par religion. Là, on revenait un petit peu sur l'idée que les données existent, mais on peut interdire certains usages. Et moi, je trouve plus important que le droit à l'oubli lui-même, qui me semble pas simple, plutôt l'interdiction d'associer à certaines données que même si elles existent, certains traitements peuvent être interdits par nature. Dans le cas des juges, par exemple, c'était de ne pas chercher à chercher si certains juges étaient plus favorables vis-à-vis de certains types de décisions, de manière à pouvoir les étiqueter. Donc, je pense que le droit à l'oubli, peut-être qu'il apparaît dans certains cas, mais ça ne me semble pas si central. Par contre, il y a vraiment la question éventuellement certains types de questions qui ne doivent pas être résolues par les réseaux de neurones par des obligations légales. Obligation légale ou parfois, on le voit, il y a certains de nos clients ou nous-mêmes, on est sensible à mettre des chartes éthiques parce que là, du coup, on touche les notions d'éthique au-delà du RGPD par rapport à ce que tu disais. Et donc, du coup, il y a aussi une charte de l'utilisation des données, etc. Quand les lois aujourd'hui ne sont pas forcément présentes sur ces sujets. Je reprends un peu, il y a 2-3 ans, pour CPE, on avait fait une conférence justement avec un philosophe sur le sujet de l'éthique et de savoir est-ce que tout doit être brigué par les lois systématiquement sur ces sujets ou est-ce qu'il doit y avoir une prise de conscience globale sur ces sujets. Ça fait partie des réflexions, notamment sur la sobriété numérique, que les entreprises font. Bien sûr, parfois il faut des lois, hein, je dis pas ça, mais sur ces sujets-là, certains, en tout cas, s'appliquent des chartes pour pouvoir réguler sur des sujets. Bon, ton exemple est criant sur la justice, Fabrice, mais il y en a d'autres aussi où certaines entreprises ont décidé de ne pas utiliser certaines données. Je peux donner un exemple là-dessus, et c'est pas véritablement lié en fait au big data ou au réseau de neurones. À la limite, on pourrait même dire que, en l'occurrence, si j'apprends à partir de beaucoup de données, si j'en enlève une, ça ne changera pas grand-chose, quoi. Mais pour aller dans le sens de ce que dit Nicolas, par exemple, moi j'ai participé à la réalisation d'un système d'aide à la conduite de procédés industriels, et en fait, on voulait regarder à un moment donné si la performance était liée à l'équipe. Hein, vous savez qu'il y a les 3-8, etc. Bon. Et chacun, les managers, ils savaient qu'il y avait des équipes qui étaient plus performantes que d'autres. Mais à un moment donné, quand on doit faire une étude pour dire, OK, factuellement, démontrer, etc., non, ça passe pas. Donc, il y a ces freins qui sont un peu sociaux, éthiques, partagés par quelque part les valeurs de l'entreprise ou les valeurs dans lesquelles on est. On trouve aussi, j'ai envie de dire, par nos organisations, les limites un peu inhérentes à ça. Hein. Après, d'un point de vue strictement technique, je pense que les questions d'anonymisation, quand on veut faire de l'apprentissage sur cette caractéristique, en oubliant quels sont les noms, elles sont aussi en plein développement, précisément. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas une grosse difficulté majeure. Je rejoins le commentaire de Fabrice tout à l'heure sur le sujet. Très bien, merci. Est-ce que François veut ajouter quelque chose, un élément ? Non, je pense qu'effectivement le problème c'est pas un problème technique, c'est pas ça qui va changer grand chose sur cet aspect-là, mais c'est plus après effectivement un arsenal qu'il va falloir trouver, un équilibre qu'il va falloir trouver entre le législatif, l'éthique et entre guillemets le savoir cohabiter avec ces données, avec l'IA en termes de positionnement dans la société. Donc c'est vraiment une question sociétale qu'il va falloir petit à petit, mais qui va arriver sur le tapis, comme RGPD est arrivé sur le tapis, alors que ça faisait des années que tout le monde donnait ses données sans se poser de questions. Le législateur est arrivé et a commencé à mettre ce sujet sur le devant de la scène. L'arsenal qui vient de sortir depuis décembre par l'Union européenne aussi sur tous ces sujets-là prouve que entre guillemets, les politiques et le cadre de la communauté européenne commencent à mettre un barbelé sur un certain nombre de sujets pour pouvoir le domestiquer. Mais nul doute que on voit bien que l'éthique, s'il suffit qu'il y ait quelques campagnes qui soient menées et on verra très vite arriver autour de la voiture autonome, on va voir que l'éthique il va arriver sur le devant de la scène très vite. On va se poser des questions fortes par rapport à ça et c'est la difficulté aujourd'hui dans ce sujet-là, c'est qu'on est sur une ligne qui n'existe pas, qu'il va falloir créer, qu'il va falloir définir, il va falloir trouver l'équilibre, comme dans la nature, chaque fois c'est une question d'équilibre, il va falloir trouver qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qui est bien de faire,
qu'est-ce qui est pas bien de faire, sachant qu'il y a des choses qui sont mal de faire, mais si on le fait, on pourra trouver quelque chose de bien à terme. Donc c'est toujours l'équilibre qui est difficile là-dessus. On a la même chose sur tout ce qui est, je mets de côté la partie santé, mais on a les mêmes réflexions sur tout ce qui concerne la santé, sur tout ce qui concerne la génétique. Voilà, c'est très compliqué, mais il faut trouver une frontière par rapport à ça pour pouvoir continuer à avancer sur ces sujets. Je me permets de rebondir là-dessus. Du coup, comment on fait quand il y a un terrain vierge comme ça en tant qu'entreprise sur lequel il n'y a pas forcément de cadre légal, il n'y a pas forcément il y a tout à construire, comme vous l'avez évoqué. Comment est-ce qu'on s'engage? Quelle procédure on mène pour pouvoir, malgré tout, mener à bien un projet qui prend en compte ces éléments-là? Comment est-ce qu'on démarre finalement un projet sur lequel il y a un vide encore juridique, il y a des frontières qui sont encore à établir? On comprend la situation, mais on a du mal à savoir. Là, du coup, je vous adresse plus à vous la question en tant qu'industriel sur comment vous démarrez un projet qui traite ces thématiques, sachant qu'il n'y a pas ce cadre qui est défini. Peut-être un élément, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de réponses ad hoc en fait. Donc ça nécessite beaucoup d'écoute en fait. Les projets sont aujourd'hui collaboratifs. J'en ai mentionné deux là dans lesquels on est impliqué, un scientifique et un industriel, et je pense que les confrères vont aussi l'évoquer sur d'autres projets, mais aujourd'hui les projets sont évidemment collaboratifs. Il y a des relations clients-fournisseurs, etc. Mais enfin, c'est de plus en plus des relations partenariales où chacun apporte quelque chose, etc. Donc en fait, on construit un objet commun. Donc ça nécessite beaucoup d'écoute et quelque part aussi pour introduire de la confiance entre les différents acteurs. Je suis sûr que vous voulez compléter là aussi peut-être Nicolas et François sur votre propre pratique aussi. Ça a coupé chez moi, je crois, mais pour répondre au sujet, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est la communication et la transparence, en tout cas l'adhésion, fera que on montrera de plus en plus sur ces projets un peu où il n'y a pas de règles cette transparence-là. Donc, mais la difficulté, c'est que c'est souvent des projets qui sont scientifiquement ou en termes de recherche très importants pour l'entreprise, soit pour des gains, soit pour des améliorations, et qui sont en général du coup aussi très secrètes industriellement. Donc la complexité passe quand même par une adhésion, passe par des fois des chartes d'entreprise, mais le sujet est quand même quand les lois sont pas là, un peu plus compliqué à mettre en œuvre, quoi. Donc on passe par l'humain, mais comme beaucoup, et la confiance par rapport à ça. Ok, merci pour vos compléments. On peut peut-être passer à une autre question. Je vais éventuellement la poser. C'est une question qui porte sur est-ce qu'on peut rivaliser avec les GAFAM sur la recherche en IA? C'est-à-dire qu'ils ont pris énormément d'avance, ils ont énormément à la fois de puissance de calcul, de données. Est-ce que finalement on peut être compétitif face à cette situation un peu d'hégémonie dans ce domaine? Alors, peut-être quelques éléments à apporter. J'étais en interaction il y a à peu près 6 mois, 9 mois, avec le responsable du programme national de recherche en IA en France, qui est d'ailleurs aujourd'hui conseiller scientifique du projet Confiance Montréal et qui est avant en charge des 3 IA. Voilà, c'est juste pour vous dire quel personnage. Il revenait de la conférence ISHKAI, qui est la conférence, une des plus grosses conférences. Et en fait, la moitié des papiers qui sont publiés sont chinois. Et c'était pas le cas, même 5-10 ans avant. Donc en fait, oui, il y a les GAFAM, mais il y a aussi les Chinois qui sont arrivés tard sur le marché, mais qui sont aujourd'hui en pointe sur beaucoup de sujets. Donc est-ce qu'on arrivera à rivaliser quand on voit que, comment dirais-je, si je ne me trompe pas, à peu près 90% des ingénieurs ils sont produits par les Chinois, c'est compliqué. On a quelques combats à choisir, et je pense que ce qu'on évoquait tout à l'heure en matière de recherche industrielle, les sujets que j'évoquais là sur les 3 IA et sur confiance, c'est un investissement très fort de l'État dans ces projets de recherche.
il est ciblé sur un sujet, hein, l'IA de confiance pour les systèmes critiques. Donc voilà, on est complètement en lien avec la stratégie européenne, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Donc moi, mon espoir, c'est qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu, hein, mais par contre, on commencera rude. Moi, j'ai un avis où je suis peut-être pas si pessimiste. C'est que je pense que l'IA, derrière l'IA, il y a beaucoup d'opportunités. Et ce qu'a amené aussi l'IA, c'est potentiellement une grosse diminution on va dire, de l'intelligence humaine qu'il faut mettre en face d'un problème. Et du coup, on va dire que les IA se développent et ça nous amène aussi sur étagère des solutions qui avant auraient nécessité des équipes pluridisciplinaires extrêmement brillantes. Et aujourd'hui, on peut avoir des solutions qui vont facilement se mettre en place avec finalement des équipes qui sont pas assez extraordinaires. Et du coup, j'aurais tendance à dire que il y a vraiment la problématique de se poser les bonnes questions au bon moment. Et les GAFAM là-dessus, ils sont pas partout. C'est-à-dire qu'en fait, les GAFAM, ils sont sur des modèles économiques qui sont tellement incroyables sur ce qu'ils arrivent à tirer avec des marges tellement incroyables que finalement, ils ne couvrent pas tous les problèmes. Donc oui, ils font peut-être des choses exceptionnelles, mais ils les appliquent à la fin à très très peu de domaines, et c'est des domaines qui potentiellement leur rapportent beaucoup, etc. Mais par contre, on va dire que en face de ça, on a des gens qui ont des besoins, en particulier que ce soit industriel ou autre, et la question c'est comment l'IA peut répondre à ces besoins, et là on est plus dans le fait d'être dans l'apport de l'informatique, du numérique dans tous les domaines, et l'IA peut faciliter ça. Et du coup, la proximité aux clients, la proximité aux besoins, elle fait aussi gagner beaucoup parce que les GAFAM, ils sont plutôt là sur aller tirer des revenus importants. Et aujourd'hui, c'est sur les données personnelles, c'est sur la vente, c'est sur le commerce, c'est sur la publicité. Et du coup, ils ne sont pas forcément là sur tous les autres domaines et ils n'y mettent pas l'énergie qu'il faudrait. Donc, oui, l'intelligence artificielle se développe. Oui, il se passe peut-être beaucoup plus de choses en Chine au niveau de la science. Mais concrètement, mettre en œuvre de l'IA dans certaines situations, ce n'est pas si compliqué aujourd'hui. Et du coup, la proximité avec le client devient importante. Et là-dessus, on est plutôt bon et on a les gens qu'il faut en Europe, en France, etc. Donc aussi des opportunités et pas simplement des risques, en fait. Effectivement, merci. Mais du coup aussi, peut-être juste pour rebondir, est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, Fabrice, finalement, on ne se retrouve pas tributaire malgré tout des outils développés par les grands du monde de l'IA, comme en tant qu'utilisateurs de TensorFlow ou de PyTorch, qui sont vraiment drivés par des gros consortiums? Est-ce que même si on construit par-dessus une valeur ajoutée, comme tu l'as évoqué, proche du client qui répond à un besoin, malgré tout, on a cette dépendance qui est déjà en place? Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, aujourd'hui, cette dépendance, elle n'est pas si visible dans le sens où on a énormément de solutions open source. Quand on parle de conférences, ça veut dire qu'on est sur le fait que les algorithmes sont publiés, etc. Donc, en final, on est plutôt sur quelque chose qui reste très accessible plutôt que l'inverse. Donc, si on prend par exemple le cas d'AlphaZero de Google, on a aujourd'hui en open source la variante pour les échecs et la variante pour le Go de AlphaZero qui est accessible en open source par tout le monde. Enfin, si on repense ça dans ce que c'est, c'était pas évident d'imaginer que dans le passé, le champion de quelque chose pose en open source son truc et fait en plus le maintien pour que ce soit opérationnel. Donc, peut-être que ça peut changer dans le futur. Donc, oui, on est tributaire de ces outils, mais aujourd'hui, ces outils sont open source. Donc, c'est quand même une situation, pour le coup, qui est particulière, mais ça peut changer. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne suis pas non plus inquiet tant qu'on est dans cette logique d'open source autour de tout ça. Et ce qui est publié est publié. On a parlé de la Chine, les GAFAM, la plupart des choses qu'ils font ne sont pas publiées en fait. C'est pas la même logique, c'est-à-dire que on va pas juger les milliards qui sont injectés par les GAFAM sur leur recherche en IA débouchent pas sur des publiés. La plupart des choses les plus pertinentes pour eux ne sortent pas. Même les thématiques abordées sont confidentielles. Donc là, il se passe peut-être des choses et là, on aura peut-être des surprises. Mais sur ce qu'on voit, sur ce qu'on peut refaire,
on a une dépendance, mais elle n'a pas l'air négative en apparence, mais à voir dans le futur. Je suis assez aligné avec Fabrice sur cette partie-là. En fait, le retournement, je dirais, de ce qu'était l'IT il y a 10 ans, 15 ans et ce que c'est maintenant, l'angle de vue est complètement différent. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est effectivement ce qui est traité sur le non visible aujourd'hui et comment la mise à disposition ou l'utilisation de ces éléments-là seront faites. Il peut y avoir un renversement complet où on repart dans un mode très éditorial, très en termes de propriété et qui peut complètement effectivement inverser le sujet. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, leurs business models ils partent dans tous les sens, c'est sûr, ils ont une force de frappe énorme, mais il ne faut pas rougir et il faut pas complexer non plus par rapport à ça. Le terrain de jeu est quand même très vaste et il y a moyen aujourd'hui avec tout ce qui est disponible de faire des choses largement concurrentielles. Et si on part de ce point de vue-là, je veux dire, si les GAFAM étaient partis avec cet angle de vue de se dire qu'ils ne pouvaient pas faire mieux que ce qui était fait il y a 15 ans par les IBM, Microsoft & Co, eh ben, ils ne seraient pas lancés. Ils ont bien trouvé un terrain de jeu largement supérieur pour pouvoir avancer. Et je pense que le terrain de jeu est largement disponible pour faire d'autres choses différemment à la sauce européenne sur ces éléments-là. Mais il y a moyen de faire des sujets efficaces et innovants. Après, peut-être qu'on a, juste pour compléter, on a peut-être une faiblesse sur l'aspect hardware, en fait. Parce que là, on est hyper dépendant. On n'a pas vraiment de solution. Alors, peut-être que les travaux sur le quantique, mais enfin, on est quand même un peu aussi à la traîne par rapport aux autres. Donc là, il y a un risque potentiel. Vous voyez un peu ce qui est arrivé avec Huawei, par exemple. À un moment donné, les Américains, ils ont décidé de plus envoyer des chips. Ça a fait l'effet qu'ils vont investir des milliards pour avoir une industrie électronique digne de ce nom. Hein. Donc, quelque part, au final, c'était peut-être pas forcément pas gagnant. Mais en Europe, là, j'ai le sentiment qu'on est un peu faiblard. Ce qui milite d'ailleurs sur les capacités d'apprentissage avec peu de données, parce que comme ça, on n'aura pas besoin d'avoir des gros systèmes. Mais là, on a, me semble-t-il, une faiblesse. Très bien, merci. On enchaîne peut-être sur la question suivante. Une question qui porte cette fois-ci sur la question de la sécurité liée à l'apprentissage machine et au big data. Le fait est que les données qui sont utilisées pour entraîner un algo de décision sont totalement susceptibles de fuiter et peuvent être modifiées par un tiers animé de ses propres intentions. Du coup, comment faire en sorte que les algos entraînés sur ces données falsifiées ne tombent pas dans le piège du biais, ce qui serait d'autant plus vrai pour du small data d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il existe des solutions aujourd'hui sur la manière de protéger ces données et le cas échéant des algos associés? Oui, alors peut-être je peux donner un premier élément de réponse. Ça, c'est connu. Donc, les attaques, comment dirais-je, malveillantes sont connues sous le terme d'adversarial attack. Hein, donc, c'est un pan d'analyse qui est identifié aujourd'hui, qui est assez actif d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de travaux de recherche dans ce cadre-là. Il y a même une entreprise française qui a développé des éléments de certification par rapport à ça, par rapport aux données, en disant que si vous êtes dans telle enveloppe de données, la décision qui sera prise par derrière, elle ne bougera pas. Ce qui permet derrière de pouvoir, disons, se prémunir d'attaques adversariales, notamment pour la défense. Donc oui, c'est un domaine absolument identifié et actif, avec déjà des solutions. Très bien. C'est clair que il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de dangers. Alors, on le voit des deux côtés tel que c'est posé là dans la question, c'est-à-dire comment garantir que l'apprentissage lui-même n'a pas été corrompu. Donc là, on revient sur la problématique de consolidation des données, la problématique de traçabilité des données, et se pose aussi la question à un peu plus haut niveau du but de celui qui fait l'algorithme. Qu'est-ce qu'il cherche à montrer? Donc là, on revient sur des problèmes de loyauté et surtout parce que le fait de mettre des mauvaises données peut soit être fait par un espèce d'attaquant, mais peut être fait et sera plus probablement fait par le créateur lui-même de l'algorithme qui a déjà
une volonté de savoir ce qu'il veut que réponde son algorithme. Donc, moi je pense que le plus dangereux, c'est déjà de garantir une chaîne de loyauté de l'algorithme lui-même par celui qui le fait, et ensuite de se poser la question des données, mais les risques, ils sont quand même très nombreux. Et dans l'autre sens, et ça, c'est des problèmes en particulier pour le véhicule autonome. On a déjà vu fleurir pas mal de démonstrations, par exemple, où on prend des panneaux stop, on met quelques graffitis dessus, et en gros, ça donne l'impression au véhicule qu'il est prioritaire sur sa voie. Et donc là, on a des formes d'attaque où en fait, on comprend finement le fonctionnement de l'algorithme, et en gros, on l'attaque dans le monde physique en pouvant faire en sorte qu'il va être, on va lui faire croire autre chose que ce que nous humains on verrait. Et ça, on le comprend bien sur le panneau de signalisation, mais on peut avoir pareil dans un CV. On pourrait avoir un CV qui contient une forme d'attaque qui permet de briller vis-à-vis d'une IA qui l'analyserait. Et donc ça c'est vrai qu'on a un certain nombre de problèmes des deux côtés. Et c'est vrai que protéger la façon dont est fait l'apprentissage, on revient sur ces problèmes de données, de loyauté, et puis aussi d'explicabilité de l'algorithme, où on doit être capable de montrer en quoi l'algorithme il fait quelque chose et quelle est la limite de ce quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peine à faire ça, mais il n'y a pas de blocage scientifique. C'est-à-dire, une fois que la question est bien posée, on peut y répondre. La difficulté, c'est de bien poser la question à laquelle on veut répondre. Merci. Merci. D'autres réactions par rapport aux éléments de la sécurité à proprement parler? Non, bah écoutez, merci. Alors, je suis vraiment désolé, il y a encore un certain nombre de questions qui ont été posées. Malheureusement, le temps file et passe vite. Donc, je pense que malheureusement, on va devoir s'arrêter ici pour les questions. J'en profite encore une fois pour remercier l'ensemble des intervenants de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos éclairages. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'organiser d'autres événements sur lesquels on pourra se projeter sur un autre prisme de cette IA, puisque ça a été très riche en termes d'échanges. Je vais également remercier à nouveau François-Marie pour son intervention. Donc, comme vous le savez, cet événement a été réalisé conjointement avec Soprasteria et CPE Lyon. J'espère qu'on a pu vous apporter en tout cas des éclairages, du moins une ouverture sur des thématiques nouvelles et une réflexion à l'heure actuelle, notamment sur l'industrie et l'usage des données et de l'IA. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On aura l'occasion, je pense, de communiquer sur éventuellement d'autres événements liés à cette thématique du Big Data ou de l'IA. Encore une fois, je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir.